Vous apprêtez à écouter un épisode de Elle, le balado, et moi, j'étais en train d'écouter un livre audio sur la plateforme Nara, qui est d'ailleurs notre commanditaire d'aujourd'hui. Nara, c'est une plateforme québécoise dédiée aux livres audio, et en passant, c'est la seule audio-librairie au Québec. Ce que j'adore de Nara, c'est qu'ils soutiennent activement les auteurs, les narrateurs et les maisons d'édition locales. Parce que c'est important de soutenir la création québécoise, surtout dans le contexte actuel d'aujourd'hui. Sur Nara, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ça passe de la romance au roman policier, au développement personnel, à du jeunesse. Il y a plus de 10 000 titres en français. Et avec le temps des fêtes qui approche, c'est aussi un excellent cadeau à offrir. Pour vous gâter et vos proches, on a même un code promo pour vous et en l'utilisant lors de votre abonnement, vous allez pouvoir gagner 2 crédits supplémentaires. Alors au lieu d'un livre pour 15 $, vous allez en recevoir 3 pour le prix d'un. Le code promo, c'est NARAXL3 et vous allez retrouver tous les détails ainsi que le code promo en description de l'épisode. Et pour vous aider à choisir votre prochaine écoute, Catherine et moi, on a rassemblé nos coups de cœur qui vont être aussi en description. C'est vraiment des livres intéressants, donc allez jeter un coup d'œil et sur ce, bonne écoute de notre épisode. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie, comme d'habitude, et aujourd'hui, je vous parle du Daphné, qui est un vibrateur de type wand. Et je sais pas si vous avez déjà essayé ça ou entendu parler, mais c'est vraiment très populaire comme jouet sexuel. Par contre, il peut être un peu intimidant. C'est pourquoi celui de Floravie, non seulement il est adorable, de haute qualité, comme tous leurs produits, mais il est aussi plus petit que les compétiteurs. Et ça, j'aime parce que c'est pas mal moins intimidant. Il est fait d'un silicone hypoallergénique, donc c'est super important d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. D'ailleurs, Floravie en ont, inquiétez-vous pas. Il est aussi rechargeable avec différents modes de vibration. Bref, c'est un must pour votre table de chevet. Vous pouvez vous le procurer dans les grandes pharmacies, au supermarché Avril Santé ou encore en ligne. Et c'est encore moins cher quand vous le magasinez en ligne parce qu'on vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LBALADO15. Vous pouvez aussi recevoir le Daphné gratuitement et tous les autres produits de la gamme de Floravie en participant à notre petit concours hebdomadaire. Vous pouvez commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui juste en bas et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, ça va peut-être être vous, la chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Florence! Allô. Salut! Bienvenue sur le balado. Merci! Hey, une invitée convoitée. On va le convoiter. Puis je te l'ai dit off-cam, mais je te le redis. Je m'excuse des 10 000 courriels et DM qui ont pu être envoyés. En fait, je ne l'ai pas dit, mais est-ce que India t'avait DM aussi? Oui. India Desjardins? Ah oui, c'est arrivé de tout bord, tout côté, là. Moi, J'ai cru comprendre qu'on m'attendait. son agente, toi partout, India, j'étais comme... India, trop cute. J'avais Ouais, fait ça. Oui, mais je l'ai ramenée chez elle l'autre fois. Je l'ai liftée chez elle, je te l'ai pas dit. T'as lifté J'ai India? lifté India, j'étais de même. Pas d'accident, pas d'accident. Ah, c'est bien drôle. Ouais, je l'ai liftée. Puis elle était comme, ah, mais là, je vais DM Florence. Je vais DM Florence. Faut qu'elle vienne. Puis là, elle me réécrit après, Tellement comme là, faut que cute. t'écrives à tel courriel. Je suis comme, je l'ai déjà fait, je vais le refaire, je m'en fous. J'adore. Tu es ici. Merci beaucoup de ton temps. Merci, bravo pour ta persévérance. Merci. On le souligne, vraiment. Avant de commencer, toutefois, on débute toujours les épisodes par des petites questions brise-glace que je ne t'ai pas envoyées volontairement. Mais c'est questions rapides, réponses rapides. C'est toi qui le dis normalement. Des questions très banales. Pour T'es apprendre prête? à te connaître. Je suis Ouais. prête. Ton petit plaisir coupable. Ah. Oh là là. Mon Dieu. J'adore ça. On commence en force, hein? Oui. OK. Plaisir coupable. Écoute, moi, je travaille dans les arts. En fait, tu sais, moi, être capable de me prendre un samedi puis me faire un itinéraire de galerie. Donc, de me faire là, une journée entière là, où je me fais un petit itinéraire. OK, je vais commencer là, ensuite, je vais aller là, je vais arrêter de dîner là, puis nan. Ça, j'adore ça. Quand je peux le faire avec des amis en art aussi, qu'on peut débrief chaque expo après, puis de tu sais, faire un petit caucus à la fin. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, pourquoi, non. J'adore ça. Fait que ça, c'est toujours un beau plaisir. Pas un plaisir coupable, un beau plaisir. Coupable, c'est mon rêve. Tu viendras. J'aimerais faire la visite des galeries et le petit débrief caucus à la fin. Wow! J'adore. Si tu pouvais dîner avec n'importe quel athlète ou artiste, vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Ah! Oh là là!
Ben, c'est athlète ou artiste? Oui, c'est ça. Ouais. Art et sport. J'adore ça. On est déjà là. Écoutez, moi, j'ai une amie très, très chère en art qui s'appelle Françoise Sullivan, qui a maintenant 102 ans. Wow! Et on se fait des petits thés ensemble. Fait que c'est toujours un moment privilégié. Bon, la vie va vite, on n'a pas beaucoup le temps de se voir, on s'appelle au téléphone, on prend des nouvelles. Mais quand je suis capable d'aller chez elle, on se fait un petit thé, on mange des petits biscuits, on se raconte nos vies. Elle travaille encore, c'est une artiste peintre. Donc, elle travaille encore, fait qu'elle me raconte sur quelle toile elle est en train de travailler, quel dessin, quelle expo s'en vient, ses derniers voyages. Elle est comme exceptionnelle, cette femme. Donc, oui, ça, c'est toujours... en plus, en ce moment, elle est comme dans ma liste tout doux, là, appeler Françoise pour prendre un thé. Ah, cute! Donc, oui. Troisième question qui ressemble un peu à la précédente, mais tu n'as pas le droit de choisir la même personne. Okay. Quelle femme dans le sport ou la culture t'a le plus inspiré récemment? Ah! Oh là là! Ben là, c'est comme trop difficile. Et moi, en plus, j'haïs ça, là, les gens, c'est quoi ton film préféré, top 3 de tes livres en ce moment? Mais j'ai tellement de récemment. là. C'est comme... Récemment. Sur qui t'es tombé récemment, t'as dit, wow, cette personne m'inspire, tu sais. Ben, tu sais, j'ai envie de dire le sport féminin en général, là, tu sais, comme, je veux dire, dernièrement, j'ai écouté des matchs de la Coupe du monde de rugby féminin avec nos Canadiennes qui ont tellement bien fait. La finale de la WNBA, tu sais, qui vient de passer. Je veux dire, les Roses qui s'en vont en série dans une couple de semaines. Tu sais, je veux dire, le sport féminin est tellement en ébullition. C'est tellement inspirant à suivre. Puis c'est tellement des modèles de femmes différents. Dans le sens où, moi, ça m'inspire tellement. Je veux dire, ces femmes puissantes qui gagnent, qui font pas de compromis. Puis c'est tellement... Tu sais, on dirait que tu fermes ta télé ou tu reviens du match puis t'es comme « Hey, je me sens prête, là. Je me sens, là, comme je me mettrais à un sport, là. » Tu sais, fait que oui, non, le sport féminin, en général, c'est tout le temps une dose d'empowerment incroyable. Très bonne réponse. Je suis vraiment d'accord avec ça. Si tu devais décrire ton livre hors jeu en une seule émotion, laquelle serait-elle? Elle était difficile, excuse-moi, hein, Florence, mes questions. C'est normal, c'est genre thé, café. C'est vrai, oui, c'est vrai. Chat ou chien? Ouais. Genre, fais-moi une taille, s'il vous plaît. Hey, une seule émotion. Ben, une seule émotion. Ben, beaucoup d'humilité. Tu sais, c'est un livre que d'emblée, tu sais, je pense que j'écris en genre de petits passages, je sais même pas comment ça s'appelle, le genre de petits mini-mots en début de livre. J'ai aucun vocabulaire. Comment ça s'appelle, là? Pas une préface, là, mais non, mais là. Ça, là. C'est pas genre dédicace un peu, genre c'est ça. Ouais, je sais pas, là. Des phrases en italique, des fois, ou... Ouais, au début du livre. Exact. Ouais. Ça, là. Quelqu'un aide-nous. Tu sais que je dis que ce livre-là, il est pour toutes les filles qui trippent sur le sport, qui font du sport, qui veulent travailler dans le sport. Puis, tu sais, c'est vraiment un livre que j'ai écrit avec une posture qui était à la fois à l'intérieur de l'industrie sportive, mais aussi à l'extérieur, parce que c'est pas ma formation première, c'est pas mon expertise première. Donc, beaucoup d'humilité, puis en même temps, cette espèce de, justement, de sentiment de communauté, puis de vouloir aussi le faire ensemble et pour nous toutes. Fait que ça, c'est vraiment comme une émotion qui a traversé l'écriture, puis aussi la vie après la parution, tu sais, parce que, bon, mais hors-jeu, c'est paru il y a déjà... C'est paru en 2023, là, donc ça fait un petit moment déjà. Et donc, de toute l'énergie aussi qui est nécessaire pour porter un livre ensuite, puis justement aller en parler dans les médias, ici, tu sais, de porter encore le message de hors-jeu, ben, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec ce sentiment de comme je suis pas toute seule, tu sais, puis je le fais pour elle, puis avec elle. Wow. Alors, j'ai l'impression que cet épisode va être incroyable. Tu t'exprimes très bien. Je suis comme tellement inspirante. Je t'ai lancé tous tes plans ce soir. La glace est brisée, là. Oui, c'est bonne. Pour vrai, t'as répondu aux 4 questions les plus difficiles. Tu peux t'appuyer, là. N'importe lequel. Non, c'est pas vrai. La question la plus difficile, je pense, c'est la suivante. Mais ça dépend des gens. On demande toujours aux femmes qu'on reçoit, aux femmes, aux personnes, puisqu'on a reçu 2 hommes à date au balado, de se décrire, de s'introduire. Fait que, qui est Florence Agathe? Ouh!
Mon Dieu, OK. Florence, c'est une personne qui s'engage à l'intersection des arts et des sports. Puis je dis qu'il s'engage parce que je pense que ça décrit bien justement l'énergie avec laquelle, ou l'énergie que j'investis dans mes relations, dans les projets qui me tiennent à cœur, dans les causes qui me tiennent à cœur aussi. Je suis quelqu'un qui justement, qui aime beaucoup, qui est passionné, qui met beaucoup de soin dans ce que je fais. Puis l'art et le sport, effectivement, décrit bien mon quotidien, mais aussi vraiment été un fil conducteur dans toute ma vie. Puis longtemps, c'est une intersection que j'ai eu de la difficulté à assumer, à comprendre, à décortiquer. Puis le processus d'accepter cette intersection-là dans mes intérêts, puis aussi justement dans les sujets que j'ai envie d'investir et de défendre. Ça m'a apporté beaucoup de joie dans les dernières années, puis ça me donne beaucoup d'énergie aussi pour continuer à changer ces milieux-là, puis à rejoindre aussi des publics à travers les arts et les sports, parce que je pense fondamentalement que ce sont des leviers qui peuvent avoir un impact sociétal, qui peuvent nous toucher comme humains, puis par lesquels on peut changer réellement la société. Donc, voilà. Puis, puis, tout le long de ton livre, tu parles beaucoup on va creuser là, sur certains sujets, là, mais tu parles de ton parcours un peu en art et tout, mais tout le long, j'étais comme, quel est le métier de Florence? Comment gagnes-tu ta vie, genre? Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent? Est-ce que tu as plusieurs occupations? Est-ce que tu as un seul métier? Que fais-tu? OK. Moi, dans le fond, à la base, j'ai une formation en danse. Donc, ballet classique, danse contemporaine. Okay. Fait que j'ai fait du sport de haut niveau jusqu'à l'âge de 19-20 ans, où j'ai eu une blessure, puis je me suis redirigée vers l'histoire de l'art puis les arts visuels. Puis maintenant, je travaille, donc j'ai une maîtrise en histoire de l'art, je travaille comme commissaire d'exposition, donc les personnes qui organisent les expositions, qui font un peu comme la conceptualisation, la direction artistique, puis qui font le pont entre l'art et les publics. Et je travaille aussi comme consultante à la conservation de collections d'œuvres d'art. Je suis spécialisée en art québécois-canadien. Donc ça, c'est mon day-to-day. Je travaille en art contemporain. Puis, mon petit sideline des dernières années, c'est que justement, j'écris et je m'implique dans la scène sportive d'un angle culturel. C'est d'ailleurs le sous-titre de Hors-jeu, donc chronique culturelle, mais aussi d'un angle féministe, parce que le point d'entrée, c'est de réfléchir à la place des filles et des femmes dans le sport. Donc, c'est devenu une espèce de partie parallèle à ma carrière depuis les 3-4 dernières années de comment, d'abord, comment écrire un livre. Ouais. Et ensuite, comment concilier cette espèce de chapeau d'autrice et de personne qui prend la parole sur la place des filles et des femmes dans le sport à un métier en art contemporain le reste du temps. Donc, mes semaines sont bien remplies. C'est ce que j'allais dire. Oui. Et mon temps est divisé littéralement entre les arts et les sports. C'est fou que tu es capable de jumeler les deux. Vraiment. Écoute, c'est un engagement de tous les jours. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, justement, regarder les sports d'un angle féministe et de prendre la parole sur ce sujet-là? Écoute, le point de départ du livre, c'est le repêchage de mon partenaire en 2014 dans la NFL. Donc, Laurent a joué 9 ans dans la NFL, 7 ans dans les Chiefs, puis 2 ans chez les Jets. Et c'est cette espèce d'incursion-là à titre de conjointe, finalement, de partenaire, qui m'a fait découvrir le sport professionnel. Parce que, tu sais, j'ai fait du sport de haut niveau, mais j'avais aucun intérêt pour le sport professionnel, pour le sport d'équipe, pour les grandes ligues de ce monde, NFL y compris. Et donc, pour moi, ça a été un réel choc, là, dans le sens où j'ai découvert un espèce de monde parallèle que j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis comme femme, comme québécoise, comme francophone même, ça a été une espèce d'adaptation hyper
hyper difficile, j'ai envie de dire, au départ. D'un point de vue identitaire, tu sais, il y avait vraiment une recherche de comme, bon, OK, qu'est-ce que ça veut dire être une femme dans cet univers-là de la NFL, qui est une espèce de spectacle amplifié de la masculinité et du patriarcat dans notre culture, tu sais. Et aux États-Unis. Et aux Dans le sens comme, États-Unis. tu sais, en plus, Tout à fait. t'es tellement déjà différent de ici, puis Tout t'es à comme fait. au plus haut de comme la culture, vraiment. Effectivement, C'est une autre planète. Non, là. mais tu fais bien de le nommer. Dans ce choc-là, il y avait effectivement ma découverte de c'est quoi le sport professionnel, c'est quoi la NFL, mais aussi le Midwest américain. Tu sais, on était basé à Kansas City, c'est hyper trad, c'est conservateur, c'est religieux. Fait il y avait comme toutes ces couches qui s'accumulaient. Puis tu sais, moi, j'étais comme étudiante au bac à l'UQAM, genre sur l'association étudiante. Tu sais, je veux dire, j'étais là déconnectée de cet univers. Fait que le point de départ, c'est un peu ce choc-là, puis une envie de le raconter. Ce choc-là, mais aussi les années donc passées dans la NFL à découvrir cette industrie-là puis à essayer de la comprendre. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, le fruit d'une certaine fatigue aussi et d'une certaine colère. Parce que moi, ce que j'ai vraiment aimé, là, c'est pas du tout une critique, en fait, c'est une critique positive. Mais tout le long que je lisais ton livre, j'étais genre, oh shit, elle n'a aucun filtre. Puis, mais aucun filtre positivement. Le nombre de fois qu'une femme va. Tu sais, j'ai des exemples, mais plus de femmes proches de moi qui vont être comme, hey, penses-tu que c'est correct si j'écris ça de telle façon? J'aimerais ton avis, j'ose pas dire ça. J'étais pas dans tes pantoufles, mais j'ai l'impression que tu étais derrière ton ordi puis t'es comme, those are the facts. Genre, c'est ça qui est arrivé. This is it. Genre, je vais pas commencer à sugarcoat it, là. Puis j'étais comme, wow, genre, finalement, une femme qui mange pas ses mots. Mange pas ses mots. Ouais. Mais t'as raison. Puis, en fait, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est un livre qui a été écrit principalement pendant la pandémie. Fait que je pense qu'il y avait aussi l'espèce de bulle en mode genre, c'est ça, exactement. Je suis chez moi à écrire et tout va bien aller. Mais effectivement, dans les mois qui ont comme précédé là, l'envoi sous presse, puis bon, la publication arrivait à grands pas, il y a eu un moment donné où j'ai comme pogné mon 2 minutes que j'étais comme, OK, mais tout ça va exister dans le monde, tu sais, dans le sens que ça ne sera plus juste à moi, ça sera plus entre moi et mon éditrice, ça sera à tout le monde. Et j'ai pris la mesure aussi de ce que ça voulait dire, non seulement rapporter cette expérience-là, mais aussi écrire comme femme sur un milieu qui est majoritairement masculin et qui est encore une chasse gardée masculine en termes de, à qui appartient le pouvoir sportif et aussi l'auditoire sportif, tu sais, un grand poids, disons, masculin. Et donc, de prendre conscience de l'action d'apporter une parole féministe sur un sujet qui est masculin, ça m'a fait extrêmement peur comme avant l'apparition du livre. Puis là, j'étais comme, OK, il y a vraiment une mise à nu ici. Là. Il y a quelque chose d'hyper vulnérabilisant, tu sais, de justement raconter ça. Fait que oui à tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'après justement ces 9 années passées dans la NFL, il y a eu un moment où l'écriture était la seule issue pour moi, au sens où je voyais pas, j'avais comme besoin de le faire. Ça s'est comme imposé. Puis ça a été une façon pour moi de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé, d'y réfléchir, de pousser ma réflexion. C'était une forme de thérapie même, j'ai envie de dire. Et donc, c'est ça. Il y avait comme un besoin vraiment intrinsèque de le sortir puis d'ouvrir la discussion publiquement sur ces enjeux-là. Je m'en allais juste dire, est-ce que oui, tu devais te sentir seule, mais est-ce que tu as l'impression que ton partenaire vivait un petit peu le même clash que toi
ou vous viviez pas vraiment ça de la même façon? Tu sais, t'étais capable de connecter avec lui un peu pour comme échanger ces réflexions-là, ce clash-là? Ben, Laurent a lu chaque mot, chaque page de ce livre et de toutes ses versions manuscrites Les 16 versions précédentes. Tout à fait, tout à fait. Puis avant d'être un livre, je veux dire, ça a été nombre de discussions avec des amis, la famille. Ça a été... il y a certains passages qui sont des articles aussi qui avaient été publiés à l'époque comme chronique chez Urbania. Puis ensuite, j'ai fait un article aussi pour une revue d'art aussi où justement, je commençais à un peu analyser comment j'allais faire pour parler d'art et de culture, mais en parlant de la NFL, tu sais. Donc, il y a eu des formes articles, il y a eu des formes discussions, il y a eu plein de versions de ce livre. Donc, ça a été une discussion qui a été très ouverte, puis qui a été faite dans immensément d'ouverture et de respect. Puis, tu sais, Laurent, c'est une personne dont j'admire l'intelligence et la sensibilité. Tu sais, ça a vraiment été très, très, très précieux d'avoir son regard, puis d'avoir son input aussi sur ce que moi, j'avais vécu. Puis, oui, tous les deux, on a vécu des chocs. Je pense qu'on a vécu des chocs différemment, tu sais, juste parce que, bon... la position la est différente. position était très différente. Non, t'es pas allée non, sur le terrain. je ne suis pas allée sur le terrain. Bloquer des gros monsieur. C'était le backup, par contre, on va te le dire. mais donc, c'est ça. Mais ça a été très riche dans cet échange-là. Puis je pense que le livre ne serait pas ce qu'il est si j'avais pas eu la possibilité, justement, d'avoir ces échanges-là, en fait. C'est quel type de sujets qui sont... Je parle pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mettons. Quel type de sujets que, justement, sont peut-être un peu choquants puis que ça faisait partie du choc que tu vivais là-bas en disant... Tu sais, OK, ça, j'aimerais ça d'en parler. OK, ouais, ça, j'aimerais ça d'en parler. Ouais. Au fil de ton expérience. Ben, OK, je vais faire un petit topo sur Hors-jeu pour celles et ceux qui l'ont pas lu. Mais donc, Hors-jeu, c'est une espèce de cartographie de qui sont les femmes dans le sport professionnel masculin. Fait que je m'intéresse à différentes postures de femmes. Je m'intéresse aux WAGs, donc aux conjointes de joueurs. Je m'intéresse aux cheerleaders, aux arbitres, aux coachs puis aux dirigeantes. Puis le but, c'est vraiment de célébrer leur rapport dans ces différents postes-là, puis dans le sport en général. Et pour répondre à ta question, ben, je pense que ce qui était aussi, ce qui pour moi était aussi le plus délicat à écrire, c'était toutes mes interactions avec les autres conjointes. Tu sais. Donc, ce fameux acronyme WAGS qui veut dire Wives and Girlfriends. Donc, le fait que comme femme, en bout de ligne, ben, on se retrouve là-bas parce que nos conjoints jouent au football. C'est notre seul point en commun. Mais c'est aussi notre seule communauté parce que, tu sais, quand les joueurs sont repêchés dans une ville, ben, souvent, t'as pas de famille, t'as pas d'amis dans cette ville-là aux États-Unis. Tu sais, donc, ton cercle, ben, c'est le football. Et donc, les filles se tiennent ensemble puis les gars se tiennent ensemble. Et donc, de rapporter mes interactions avec elle, ben c'est sûr que, bon, je pense que justement, au niveau du choc culturel, ben il y a plein de petites anecdotes de croyances, de valeurs, bon, de discussions un petit peu plus grinçantes, mais en même temps, le but, ça a été jamais de faire, tu sais, d'écrire pour choquer ou d'écrire pour, justement, dénigrer. Absolument pas. Tu sais, c'est chaque... c'est pour les célébrer, ben, c'est ça. C'est pour les célébrer, puis c'est fait avec, j'ai envie de dire, tellement d'admiration et de respect pour ces femmes-là. Donc, ouais, voilà. Mais il y a eu, on le voit là, dans ton livre, l'évolution de quelques pages au début dans la section sur les WAGs, puis comment, à quel point ta perception d'elles ont vraiment changé. Ouais. Mais là, je m'imagine, là, toi, tu arrives là-bas, là, de tous les chocs que tu as déjà comme expliqué tantôt, là, identitaire langue, là. Bien beau que tu parles, j'imagine, anglais, mais comme c'est quand même pas notre langue première. Tous tes chocs culturels, tu arrives là auprès d'une communauté de plusieurs femmes qui devaient déjà se connaître. Aussi, non? Oui, non, pas vraiment. Pas nécessairement, ben, il y a beaucoup d'échanges et tout. Ils sont là parce que leurs conjoints jouent depuis, mettons, 1 ou 2 années, dans le sens qu'ils sont déjà dans l'équipe, mais sinon, les filles se connaissent pas vraiment. On est toutes un peu nouvelles. Ouais. Puis, comment ta perception a changé? Ben, elle a énormément changé. Puis, tu sais, dans l'idée de rapporter un peu les coulisses de la NFL, pour moi, c'est important aussi de rapporter comment ma perception a changé. Tu sais, ça a été quoi mon processus aussi là-dedans? Parce que je suis très transparente à admettre d'emblée que je suis arrivée là avec
plein de préjugés, là. Comme moi, je ne voulais pas être une WAG, là, ça ne m'intéressait pas. Je me plaçais tellement en opposition avec ces filles-là. J'étais comme, moi, je suis pas comme ça, je leur ressemble pas, je veux pas la même affaire qu'eux autres. Même chose pour les cheerleaders, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement un symbole du sexisme dans le sport. Tu sais, comme vraiment dans des postures qu'à l'époque, moi, je voyais comme féministe en étant, ben moi, je suis vraiment pas comme ça, je suis une femme vraiment plus, tu sais, je sais pas, là, en fait, je sais même pas c'était quoi mon thinking. Non, mais je comprends, là. Oui. Mais après ça a été d'essayer d'observer justement ces réflexions-là puis de me demander, mais dans quoi elles s'ancrent, puis sur quoi je me base pour poser ces jugements-là. Puis à partir du moment où tu te rends compte que c'est peut-être des préjugés ou des idées préconçues, ben comment est-ce que tu fais pour les déconstruire, tu sais? Donc, d'aller à la rencontre de ces femmes-là, de comprendre leur réalité, et pour les WAGs et pour les cheerleaders, mais de vraiment comprendre d'où elles viennent, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leur quotidien, tu sais, dans cette espèce d'intensité de la NFL. Mais ça a été vraiment un premier pas pour mieux comprendre leurs décisions, mieux comprendre, mieux les comprendre elles, tout court, et de développer un grand respect, justement, puis une grande admiration. Puis après ça, je veux dire, l'idée, c'est pas de poser un jugement de valeur sur leurs croyances ou leurs valeurs. Puis on n'a pas les mêmes valeurs souvent, on n'a pas les mêmes croyances souvent, mais de plutôt élever la conversation. Dans le livre, ça a vraiment été ça mon défi, mais cette idée d'élever la conversation à plutôt regarder le système dans lequel ces femmes-là s'inscrivent, tu sais, et de voir comment est-ce que la NFL peut peut-être bénéficier de dynamiques patriarcales, de valeurs patriarcales, comment est-ce que la NFL, finalement, capitalise sur un mode de perception des femmes qui est beaucoup plus traditionnel, conservateur, justement. Ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir, tu sais, de tomber, en fait, dans un jugement, tu sais. Puis ça m'a vraiment amené à plutôt développer une lecture féministe de leur apport aussi à la NFL, plus généralement. Ouais. Puis mettons, ça ressemble justement, parce que je suis comme, c'est tellement intéressant. J'ai pas lu le livre. Non, OK, non, mais c'est bon, parce que tu peux me dire si je suis trop vague. Ben là, c'est ça, c'est parce que je suis comme, OK, mais là, c'est quoi les préjugés? Genre, c'est quoi leur quotidien finalement? C'est comment que la NFL y capitalise là-dessus? Et genre, tu sais, je suis comme, OK, c'est tellement intéressant. OK, bon. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi un girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Ben, tu sais, dans le On n'est pas fond, obligé d'aller dans tous les détails. Là. Les gens liront le livre, mais je suis comme, OK. C'est un bon point. Puis, tu sais, faisons un topo. Donc, c'est quoi, justement, la réalité des conjointes de joueurs dans la NFL, tu sais? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces filles-là, premièrement, la majorité de celles que moi, j'ai rencontrées, elles avaient rencontré leur conjoint à l'université parce que souvent, c'est des athlètes aussi NCAA. Tu sais, c'est des gens c'est des filles qui ont joué à des sports de très haut niveau et qui ont rencontré leur chum dans ce contexte-là d'être des athlètes universitaires, tu sais. Donc, quand t'es repêché dans la NFL, t'as genre, pour vrai, c'est des bébés, là, ils ont genre 22 ans, 23 ans, tu sais. Fait que t'es comme au bac, t'as comme fini ton bac, admettons, ish, tu sais, ou t'es peut-être au début de la maîtrise pour certaines filles. Et là, t'es repêché dans une autre ville, tu sais, généralement. Et donc là, déjà là, pour les couples, ben il y a une décision à prendre. Tu sais, est-ce que la fille suit ou la fille suit pas? Puis étant donné que tu es comme un peu à la jonction de tes études, mais peut-être que tu es aussi à un point où tu vas commencer ta carrière,
Tu sais, donc, est-ce que tu trouves ta première job dans la ville où ton chum est repêché, mettons, Kansas City? Sauf que l'affaire, c'est que si tu trouves une job à Kansas City, mais c'est pas ta maison à l'année longue, Kansas City. T'es là pour la saison. T'es là 6 mois par année. Fait qu'en fait, le scénario type, c'est que les filles déménagent, se trouvent une job partiel, comme pigiste, ou tu sais, c'est comme un petit peu genre, OK, on essaye de faire quelque chose de temporaire pour pouvoir redéménager à notre maison, tu sais, pendant la saison morte. Il y en a beaucoup qui saisissent ce moment-là pour fonder la famille. Tu sais, t'es comme, mais justement, faisons, tu sais, ça va être réglé, on y va, on fait ça. Mais là, ça veut aussi dire que, par exemple, si tu as des enfants d'âge scolaire, mais là, tu les inscris 6 mois par année dans une ville, 6 mois par année dans une autre ville. Puis l'affaire aussi, c'est qu'au football, les contrats ne sont pas garantis. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans la saison, un gars peut être échangé à n'importe quel moment. Fait qu'il y a aussi un scénario très, très commun où les gars sont échangés de ville, les filles restent derrière et c'est elles qui prennent en charge le déménagement de la maison vers la prochaine ville. Et des fois, c'est tellement volatile, les carrières, que par le temps où elles se rendent dans la nouvelle ville, le gars a déjà été rééchangé. Oh my God. Puis là, il faut comprendre que, admettons, que tu es prof dans la vie. Tu viens de graduer, tu es une jeune prof, tu as gradué dans un état X, tu arrives dans un état Y, il te faut une licence d'enseignement dans cet état-là. Là, tu passes ta licence d'enseignement et là, ton chum se fait rééchanger et là, tu dois recommencer. Tu sais, c'est des scénarios comme ça que j'ai vus là, des dizaines de fois. Et en fait, ce que ça installe dans le couple, c'est une espèce de hiérarchie entre la job du gars qui est hyper payante, on s'entend. Le salaire d'entrée quand t'es rookie, c'est genre 1 demi-million à peu près par année, tu sais. Fait un immense salaire qui rentre via le gars et tout un horaire de vie qui est calqué sur l'horaire du football. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune flexibilité possible. Dans leur saison, les gars, ils ont 1 semaine de congé. C'est ça qui est ça, tu sais. Fait que si tu es sur place, toute ta vie est réglée sur le football et la carrière de ton chum. Et ça installe cette espèce de hiérarchie-là où finalement, les filles se retrouvent à être les personnes qui facilitent, qui optimisent la maison, qui vont prendre en charge justement toute la charge mentale, familiale, les enfants, le lavage, la cuisine, le ménage, les déménagements, la gestion des 2 maisons. Puis il y a cette espèce de pression, j'ai envie de dire, un peu diffuse qui s'installe où c'est aussi ça leur rôle parce qu'elles en bénéficient de cette carrière. Et c'est là où on tombe dans des schèmes qui sont justement, qui peuvent verser vers des croyances religieuses ou une socialisation plus traditionnelle, mettons, ou conservatrice, où il y a cette espèce de conception de l'homme pourvoyeur qui s'installe et de la femme qui est là, donc, en soutien et qui doit sollicitude à son mari et qui est là pour faire des bébés puis faire en sorte que son mari puisse thrive dans sa carrière. Et la situation, elle est différente, mais aussi tout aussi complexe pour les filles qui décident de ne pas déménager, de ne pas, en fait, emménager à Kansas City, par exemple, qui vont faire des allers-retours entre la ville où elles travaillent puis la ville où leur chum joue. Parce que, encore une fois, l'horaire est peu flexible. Fait que c'est tout le temps toi qui bouge. C'est tout le temps toi qui aménage ton horaire. C'est tout le temps toi qui... Donc, il y a cette espèce c'est ça, d'une espèce de hiérarchie très diffuse. Puis là où je me questionne sur justement cette espèce de hiérarchie qui est installée et par rapport à la NFL, c'est que c'est assez évident au final que si les femmes prennent en charge tout ce travail invisible-là, tous ces sacrifices-là, toutes ces décisions-là pour s'arrimer à la carrière de leur mari, pour avoir un couple où les 2 personnes vivent dans la même ville, avoir une famille où les 2 parents sont dans la même maison. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Je veux dire, c'est des immenses... Peu importe la décision que tu prends, c'est des immenses sacrifices sur ta vie de femme. Point.
Ben, c'est que elles ont donc un apport réel à la performance des joueurs sur le terrain. Tu sais, si je suis un joueur qui n'a qu'à jouer parce que je n'ai aucun autre souci dans la vie, ma maison, tout est réglé, j'ai des enfants, quelqu'un s'en occupe, j'arrive le soir, le souper est prêt, il y a quelqu'un même à la maison qui fait ma valise quand je joue dans une autre ville la semaine prochaine. Je veux dire, c'est hallucinant, tu sais, le niveau de soins et de care et d'amour que ces femmes-là injectent dans ces carrières-là. Et pour moi, c'est un travail qui est non rémunéré et qui est réel dans la performance des joueurs. Et donc, là où je trouve que la NFL est très confortable dans ce système, c'est qu'à aucun moment, moi, par exemple, on m'a proposé est-ce que tu as besoin d'aide pour te trouver une job à Kansas City? Est-ce que tu as besoin d'aide pour ton visa? Est-ce que tu as besoin d'aide pour déménager? Il n'y a pas de prime d'éloignement pour les conjointes. Il n'y a pas de garderie non plus. Il n'y a pas de service de garde. Donc, les filles qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de cercle proche d'elles à Kansas City, ils n'ont pas d'aide. C'est complètement ridicule. C'est tellement... Puis c'est tellement facile. Puis c'est des ligues qui génèrent des milliards de dollars. Le faire un service de garde, là, c'est la moindre des choses. Si complexe. Oui. Puis c'est aussi un contexte où les gars n'ont pas de congé de paternité. Ils n'ont pas le droit des congés de paternité. Donc, elles ont vraiment aucune aide. Puis tu sais, après, je pense que c'est important de parler de privilèges parce que tantôt, on parlait du salaire de ces hommes-là, de ces jeunes hommes-là. Je veux dire, mettre en place des systèmes pour reconnaître l'existence des femmes et leur rapport dans la ligue, c'est une chose. Je veux dire, on aide quelques centaines de couples très privilégiés déjà. Je veux dire, c'est une chose. Mais le message que ça enverrait à des millions de familles de reconnaître l'égalité dans une cellule familiale, de reconnaître le travail invisible des femmes serait immense parce que la NFL a cette aura, cette puissance culturelle, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Ça reste que c'est la ligue la plus puissante dans les sports au monde, même s'il y a juste aux États-Unis que ça se passe. Mais tout le monde s'arrête pour écouter le Super Bowl, ou presque. Oui. Là. Oui. On s'entend, là. Genre, je suis sûre que quelqu'un va nous écouter dire pas moi, mais comme tout le monde sait que c'est le Super Bowl. Tout le monde, à la limite, écoute la mi-temps. Tout le monde savait que Taylor Swift était là. Tu sais, comme everybody knows it. Oui. Puis je me dis, l'affaire, c'est que même s'ils sont full privilégiés puis qu'ils ont beaucoup d'argent puis qu'ils peuvent se payer des services, quand c'est au sein de la famille puis t'es comme, ben non, on va pas dépenser pour ça, je vais le faire. Tu sais, ben non, c'est pas grave, je vais le faire. Tu sais, comme, dans le sens, si c'est, OK, c'est votre argent, c'est l'argent du foyer et c'est vous qui décidez comment que vous le répertoriez, ben tu sais, tu le prends pas nécessairement pour toi, mais si c'est des services qui sont offerts, tu sais, déjà là, c'est comme, oui, c'est de la reconnaissance. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on sait à quel point c'est vicieux, ces dynamiques-là. Tu sais, c'est pas la NFL qui a inventé ces dynamiques-là. Ces dynamiques-là, on les connaît. Tu sais. Je veux dire, combien de femmes autour de nous ont fait des aménagements dans leur horaire de travail pour être plus flexibles, pour pouvoir faire les rendez-vous des enfants ou être là le soir ou le matin? Combien de fois? Tu sais, je veux dire, ces dynamiques-là, on les connaît. Mais oui, je ne vais pas embaucher une nanny, pas besoin, je vais prendre 4 jours semaine. Je vais alléger mon horaire. C'est Parce juste que peut-être mon salaire est plus petit que le tien, peut-être que ton horaire est théoriquement moins flexible que le mien. Je veux dire, tout ça, on le sait, c'est infusé, c'est ancré en nous, même sans qu'on s'en rende compte depuis des siècles. Mais le fait de justement être une ligue qui génère des milliards en profit, puis d'être juste bien benché, puis d'être comme, ben nous, ça nous va vraiment bien s'il y a genre tout, tu sais, en fait, non seulement nous, pendant les heures ouvrables, on prend soin d'eux, genre 360, inquiétez-vous pas, mais que dès qu'ils sortent du centre d'entraînement, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. Hey, on est bien, là, tu sais. En fait, c'est plus cette paresse-là, puis cette espèce de laxisme-là qui en est venu, en fait, à vraiment me révolter, tu sais, puis à développer, justement, cette admiration-là, puis ce respect-là pour ces femmes dont le travail ne s'arrête jamais, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Moi, on dirait l'affaire qui m'achale, puis je me permets de le dire sans filtre, étant donné que je trouve que ton livre était sans filtre. Pas au-delà de la NFL, parce que c'est les big boss rendus là, mais les joueurs, eux, est-ce qu'il y en a qui se positionnent là-dessus, qui essayent de revendiquer là-dessus parce que, tu sais, entre guillemets, surtout les bons joueurs qui sont comme, hey, c'est à cause de moi que toi, tu t'empoches le million, puis que
tu fais ce que tu veux de ta vie. Eux, ils disent-tu quelque chose? Y en a-tu un joueur qui est comme, moi, je m'en crisse, je suis pas là pour les 3 prochaines games, coûte-moi 3 millions, ma femme vient d'accoucher. Y en a-tu qui quittent parce que leur femme est en train d'accoucher? Y en a-tu qui décident je sais pas, le stand-up pour leur freaking famille? Oui, parce que comme Ça me fâche. peut-être que l'arrivée d'un nouveau petit bébé est une limite acceptable pour ne pas aller jouer au ballon. Tu sais, on pourrait poser cette question. Ta femme qui est en train de pousser ta progéniture. Je sais pas. Mais je veux dire, il y avait eu un exemple il y a quelques Super Bowls de, je pense que c'était Kylie Kelsey, donc la belle-sœur de Travis Kelsey. La seule chose que je connais du football. C'est ça. C'est Taylor Swift. Donc, Et son entourage proche. Donc, dans le fond, la femme du frère de Travis Kelsey, le chum de Taylor. Je veux dire, il y a quelques Super Bowls, son chum, qui est aussi joueur de football, était dans le Super Bowl avec les Eagles et elle était à 38 semaines de grossesse et elle est allée regarder le Super Bowl dans le stade avec sa gynéco au cas où son travail commence. Non. Fait que c'est assez... Hey, cette gynéco-là, par contre, je peux te faire un petit aparté. Elle est genre... Moi, malheureusement, là, hier, j'étais allée au Super Bowl. J'étais dans un siège à 1 million. Puis, écoute, j'ai regardé son col 2 fois, c'est tout. Ça a bien été. Non, mais au-delà de ça, par contre... Mais ça montre cette espèce d'absurdité, tu sais. Puis oui, il y a comme quelques cas super isolés d'hommes qui vont prendre 2-3 jours ou... Tu sais, mais c'est vraiment pas la norme. Tu sais, il y a quelques ligues au baseball, entre autres, où ils ont commencé à aménager des petites affaires. Puis, tu sais, mais c'est mini, là. C'est mini, puis ça se fait beaucoup sur une base personnelle, tu sais. Alors que, je veux dire, pendant COVID, on a vu des aménagements de saison, tu sais, où les gars se sont fait offrir la possibilité de opt-out, donc de dire, ben moi, je ne me rapporte pas à cette saison-ci et mon année de contrat est reportée à l'année suivante. En raison de la COVID, je ne veux pas jouer. Par exemple, Laurent avait fait ça. C'est comme ça qu'il est allé travailler en CHSLD pendant la COVID. Mais je veux dire, si on a fait ça en 2020-2021, je veux dire, pourquoi est-ce que maintenant, un joueur ne pourrait pas dire ma femme vient d'avoir un bébé, je prends l'année de parentalité, je reviendrai l'année prochaine. Je veux dire, on vient de voir que c'était possible. Tu sais, là, on parle de bébé, mais je veux dire, ça pourrait être aussi un proche malade, un bébé malade. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de scénarios où, pour moi, la vie prime sur jouer au ballon, tu sais, à un certain moment. Puis sans dénigrer, là, je veux dire, j'ai énormément d'admiration, mais je veux dire, à un certain point, ça n'a aucun sens. Puis ici, je trouve aussi que l'exemple du sport féminin est super parlant parce que là, non seulement on reconnaît qu'il y a grossesse, il y a accouchement, il y a enfant, mais les athlètes les portent, les accouchent, puis les allaitent. Tu sais, je veux dire, et ces ligues-là féminines ont mis en place des congés de parentalité, ont mis en place des services de garde, ont mis en place des nannies quand les équipes voyagent pour que les joueuses puissent s'entraîner puis qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants pendant ce temps-là. Je veux dire, c'est possible. Oui. C'est possible. Puis en plus, les ligues féminines ont des budgets beaucoup plus petits que le sport masculin. Tu sais, tout ça est possible. C'est juste qu'il faut essayer de dépasser justement les barrières hyper sexistes qui conditionnent encore le sport à faire les choses d'une certaine façon parce que c'est de même qu'on le fait, puis c'est de même que ça marche. Puis d'essayer d'ouvrir ça, puis d'aller vers des zones qui sont plus égalitaires et équitables en termes de genre, là. Est-ce que ton livre, à ta connaissance, a eu un impact au niveau de pas nécessairement de la NFL, mais est-ce que des gens, justement, là, dans les Chiefs ou n'importe qui, ont eu vent de ce livre-là? Il est quand même écrit en français, mais... Oui, je pense qu'en fait, j'ai été un peu protégée peut-être par le français francophone. Non, malheureusement, je ne parle pas anglais. Je ne peux pas l'écrire en anglais. Mais j'ai pas eu d'écho des États-Unis. Ça doit être dur à faire bouger parce qu'en même temps, c'est l'opportunité d'une vie pour eux, là. Genre, c'est dans le sens, ils sont tellement déjà dans une position, c'est fragile, ils savent pas s'ils sont signés. J'imagine qu'il faut qu'ils gardent une bonne réputation. Puis si tout le monde est comme ça, tient les fesses serrées et ne proteste rien, t'es comme... Absolument. Tu commences à pousser, puis à stand-up, puis tout, puis ils sont comme, bon, ben, on va te remercier. Oui. Il y en a un autre qui est bon, qui sort de l'université, puis tu peux embarquer à ta place. Ça va vraiment être dur à changer. Absolument. Mais il y en a des gros joueurs
que Oui. tantôt, je trouvais pas le nom du Super Bowl. J'étais comme, oh, Catherine. Puis à ma défense, genre, je connais vraiment beaucoup le football, là. Tu sais, les gens les joueurs qui gagnent la Coupe Stanley. Puis là, j'étais genre, non, ça, c'est hockey. J'avais l'air de genre avoir jamais écouté de sport de ma vie, là. Non, mais tout ça pour revenir au fait qu'il y en a des joueurs, là, dans la position de haut pouvoir qui sont les meilleurs QB, qui sont, tu sais, ou juste comme, admettons, on va dire la LNH, là, Carey Price, là, il aurait pu, genre, dans ses temps, comme mettre son pied à terre, puis dire, c'est ça qui est ça, mais... Complètement d'accord avec toi. Pour compléter la question sur les États-Unis, j'ai commencé à écrire le livre, j'étais encore, tu sais, comme c'était notre dernière année avec les Chiefs, puis après ça, tu sais, il y a eu 2 ans avec les Jets, puis j'en ai parlé avec des femmes là-bas. Fait que, tu sais, le feedback que j'ai eu, c'est plus à travers mes conversations avec les filles que, tu sais, je leur disais, ben je travaille sur un livre, puis c'était vraiment positif le retour que j'ai eu au sens où, tu sais, on parle tellement peu des conjointes de joueurs, mais là, un peu moins vrai depuis Taylor Swift, mais... C'est la seule. Ce livre a été écrit pré-Taylor Swift. Mais, tu sais, il y avait quelque chose de non seulement comme une reconnaissance de nous écrire, comme je pense une opportunité de raconter un peu l'envers de la médaille, il faut que quelqu'un nous raconte avec des mots plus justes que tous les stéréotypes qui ont été véhiculés autour des conjointes au fil des 20, 30 dernières années. Tu sais, je veux dire, les stéréotypes autour des WAGs, je veux dire, ça remonte à Posh Spice pendant les Spice Girls. Là, ça vient du soccer anglais, tu sais, dans le sens où c'est des stéréotypes qui sont tenaces, qui ont été vraiment véhiculés par la presse sportive, par les tabloïds. Et donc, de déconstruire un peu les stéréotypes de ces filles-là sont là pour en profiter, sont toutes un peu niaiseuses, ils ont toutes l'air un petit peu fake, tu sais, de venir un peu déconstruire ça, pour moi, c'était vraiment important. Fait qu'il y avait vraiment un bel accueil du projet. Puis aussi, comme l'espèce de projet aussi d'empowerment, de dire, puis non seulement je vais parler des WAGs, mais je vais les mettre aussi en dialogue avec les autres filles qui travaillent dans le sport. Fait que c'est un peu cette idée de, on est ensemble, tu sais, on participe toutes à cette industrie-là de manière différente, tu sais, mais ensemble. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Puis par rapport aux gars qui stand-up pas... Comme en crise, là, je suis comme, hey, chum, là. En même temps, c'est une autre culture, c'est... En tout cas. Ouais. Mais, tu sais... il y a tellement de choses à dire. Tu sais, mettons qu'on retourne à COVID, justement, il y a eu vraiment une mobilisation réelle de la part des athlètes dans le sport féminin et dans le sport masculin autour de Black Lives Matter. Puis la prise de parole des joueurs à ce moment-là, dont le corps arrière vedette des Chiefs, a vraiment fait bouger les choses, a littéralement amené, par exemple, la NFL à prendre une position publique par rapport à la violence raciale aux États-Unis, tu sais. Donc, je veux dire, le sport, puis en fait, c'est une excellente illustration du fait que le sport est un levier de changement, est un levier de progrès dans la société. Tu sais, on peut amener des idées progressistes à travers le sport parce qu'il a cette ampleur-là dans la sphère culturelle, dans la sphère sociétale. Donc, bon, est-ce que... J'aimerais tellement ça qu'il y ait un de ces gars-là qui disent comme « Hey, on devrait parler de l'égalité. » Je peux pas envoyer un texto. Moi, je pense que... Écoute, je suis une grande fan de Taylor Swift. On prend une petite pause de l'épisode pour vous parler de ma plateforme qui est Oli Éducation. Si vous êtes un parent de jeune enfant ou d'adolescent ou encore un adulte de confiance qui veut se perfectionner en éducation à la sexualité, Oli Éducation, c'est la place pour vous. Sur la plateforme, vous retrouvez des vidéos éducatives ainsi qu'un chat avec des sexologues pour répondre à toutes vos questions. Le contenu est présenté selon l'âge de l'enfant et on suit le développement psychosexuel, social et affectif de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi des services en téléconsultation sexologique ainsi que des conférences et ateliers dans les entreprises, organismes et dans les écoles. Donc, si jamais vous avez des besoins en éducation à la sexualité, n'hésitez pas à venir faire un tour sur olieducation.com et vous pouvez profiter du code promo BALADO10 pour 10% de rabais sur un abonnement à la plateforme d'1 mois ou d'1 an. Sur ce, de retour à l'épisode. OK. Taylor Swift, c'est féminin, mais je pense que
Taylor Swift puis Travis Kelce ont peut-être une petite opportunité de faire ça parce que je pense que c'est aussi une des premières fois qu'on a une WAG qui est comme sont très ouvertement sur le même pied d'égalité et genre fans un de l'autre puis ils en parlent vraiment beaucoup, tu sais, de comme hey, on fait la même affaire, on work out puis on performe pendant plusieurs heures de temps dans un stade. Ils sont genre we're doing the same thing. Tu sais, je suis comme je sais pas, mais il y a peut-être une petite ouverture. Tu devrais le traduire puis l'envoyer. Mais tu vois, ça m'emmène à dire, genre, je serais vraiment curieuse que tu réécrives au complet ton livre à ce jour pour voir avec Taylor Swift. Tu sais, peut-être ça comme tu aurais des réflexions vraiment intéressantes, je suis convaincue, mais j'avais pris une citation de ton livre qui était dans la partie de Wax, justement. Si elles soutiennent trop, c'est suspect. Si elles soutiennent trop peu, c'est suspect. Puis, on dirait que je suis capable de faire un peu le pont avec tout ce qui se passe avec Taylor Swift, parce qu'il y en a qui, tu sais, quand elle était là au Super Bowl, c'était le fun, on la voyait plein de fois, là, je m'en souviens. Ah non, on l'a vu genre 4 fois, puis non, mais c'était genre, le monde avait compté, je pense que c'était genre 11 ou 15 fois, là. C'était quand... Non, mais je parle, on l'avait vu autant que... Puis on fait des joueurs, quoi. Plus de cash, hein? Oui! Genre, à cause... Mais... Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes et beaucoup d'hommes après qui disaient à quel point ça allait déconcentrer le joueur, que c'était nuisible qu'elle ait une carrière, que c'était... Tu sais, tout ça, que si elle n'était pas à la maison pour l'aider, ça pouvait... Tu sais, qu'elle ne soutenait pas assez, que... Mais elle venait de finir un show, je pense, au Japon, puis elle est arrivée le voir, mais lui, Manu a fait l'inverse... la même chose, mais là, tout d'un coup, c'était nuisible que lui l'avait fait, mais pas elle. Tu sais, tout ça, mais puis ça revient à ce que tu disais tantôt, peut-être que ça va emmener un bon vent de changement. Toi, t'en penses quoi de cette dynamique-là, de toutes les critiques qu'il y a eu? Je pense qu'on pourrait en parler pendant 6 chapitres, là, mais... J'adore qu'on parle de Taylor Swift. Ben, tu sais, les critiques que Taylor Swift a reçues au début de sa relation avec Travis, pendant la première année, étaient pratiquement identique à ce que Victoria Beckham recevait dans les années 90-2000. Tu sais, je veux dire, il n'y a eu aucune évolution. Là. C'était la même affaire. Elle va déconcentrer le joueur, elle va nuire à sa carrière, les Chiefs ne seront plus jamais ce qui ont été. Elle va détruire le football, tu sais, comme si c'était quelque chose qui était possible, tu sais, dans le sens où comme... Tu sais, c'était les mêmes critiques, les mêmes peurs qui étaient véhiculées par les médias et les chroniqueurs sportifs, les vieux de la vieille, let's go, tu sais, on remâche les mêmes stéréotypes néfastes pour les femmes, let's go. Puis, tu sais, en bout de ligne, je veux dire, ben, rien de tout ça s'est avéré, tu sais, aux surprises. La NFL is still standing, guys. Ça va bien, tu sais, et même, ça va tellement bien qu'effectivement, la NFL a connu des chiffres absolument hallucinants. Puis moi, je suis tout à fait d'accord que Taylor Swift change la donne en ce moment pour la représentativité des femmes dans le sport professionnel, au sens où elle vient nous apporter une image qu'on a très peu eue en grandissant comme femme dans la trentaine. Je sais pas, vous avez quel âge? Au sens où, du jour au lendemain, on avait une femme dans les estrades qui tripait sur le sport avec ses amis. Filles, let's go, on en fait une soirée, on en fait une journée, comme on a du fun. Comme le modèle de la fan sportive, il y en a très peu. Puis particulièrement du côté masculin, du sport masculin. T'sais. Donc, cette représentativité, mais ce que ça le fait, puis bien sûr, c'est une icône de la pop, là, on s'entend, là, tu sais, mais... Je veux dire, du jour au lendemain, il y a eu une augmentation du nombre de jeunes filles qui suivaient la NFL, de femmes, de ventes de merch aussi. Il y a eu des compagnies publicitaires qui ont acheté des spots pendant le Super Bowl. C'était la première fois que des compagnies féminines, donc disons qui vendent par exemple des vêtements pour femmes ou du maquillage pour femmes, qui achetaient un spot publicitaire pendant le Super Bowl. Je veux dire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est pas parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, des femmes ont commencé à suivre la NFL. C'est su depuis plusieurs années déjà que le fan base de la NFL est à peu près à 40-45% féminin.
Est-ce que vous saviez ça? Parce que moi, quand j'ai lu ça, là, ça m'a jeté en bas de ma chaise. J'étais comme... On n'est pas loin du 50-50. On n'est pas loin du 50-50. Puis je sais pas si vous avez écouté comme une game à la télévision dans les dernières années. Je veux dire, ce n'est que des pubs de chars, de bière, de genre mécanique quelconque. Genre, il y a à aucun moment... Je sens que je suis prise en compte comme personne qui s'identifie comme femme en regardant le football à la télévision, tu sais. Puis en fait, ce que Taylor Swift a fait, c'est qu'elle a juste montré cette masse de femmes qui tripent sur le sport et qui demandent juste à être prises en compte. Puis là, bon, bien sûr, on tombe dans comme des dynamiques capitalistes et bon, on s'entend, là, c'est le sport-spectacle à son meilleur, là, mais quand même, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu révolutionnaire ici, tu sais, où elle est venue comme juste mettre en lumière toutes les filles et les femmes qui aiment le sport, puis légitimer aussi le fait d'être une femme puis d'aimer le sport, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Puis ça rime aussi avec, encore une fois, toute la mouvance qu'on voit dans le sport féminin qui amène la discussion à un autre niveau parce que, oui, bien sûr, c'est des athlètes femmes, mais l'auditoire est complètement différent. Et donc, comment est-ce qu'on repense aussi l'expérience du sport quand notre auditoire est complètement diversifié? Tu sais, femmes, filles, c'est hyper intergénérationnel, communauté LGBTQ. C'est génial. Il y a comme quelque chose je trouve, d'un potentiel qui est immense ici à réconcilier, en fait, les femmes, les personnes non-binaires, les personnes trans, avec le sport qui s'en est complètement calissé depuis des décennies. Tu sais, c'est ça la réalité, tu sais. On est tellement excités avec comme l'arrivée des nouvelles équipes, tu sais, la PWHL, etc., les roses, mais la plus grosse chose que, tu sais, le monde qui ont décidé d'investir là-dedans sont comme, s'il vous plaît, faites que on puisse prouver que les femmes écoutent le sport, genre, et que les femmes écoutent le sport et que des femmes qui jouent, ça l'intéresse la population aussi. Fait que là, t'es comme, OK, tu sais, c'est de faire comme, allô, genre, il y a tout ce... Puis finalement, ça va bien, là. Ça va bien, puis ils expandent, puis ils se développent. Fait que t'es comme, OK. Mais on dit à quel point c'est un milieu capitaliste, à quel point ils font beaucoup d'argent, qu'ils veulent faire de l'argent. Chris, mets-en des pubs là, féminines, tu vas faire encore plus d'argent. Tu sais, au final, c'est que s'ils prennent en compte toutes ces communautés peut-être marginalisées, qui prennent en compte tous les genres, ne serait-ce que les femmes, ils vont en faire plus d'argent. Ils vont en faire plus d'argent. Genre, vous allez juste comme... Exactement. Ils sont en train de s'en rendre compte, dans le sens où il n'y a jamais eu autant, justement, d'attention portée à ce public-là potentiel. Même au niveau de la merch, il n'y a jamais eu autant de mode féminine sportive. Je veux dire, moi, là, en 2014-2015, me trouver comme un genre de jersey de game qui se respecte, là, c'était vraiment pas facile. Là. J'aimerais ça vous partager mon struggle. Non, je comprends. C'était terrible, là. C'était comme... J'étais allée voir Tate McRae, puis c'est toutes des jeunes filles Gen Z, puis ils sont toutes avec des jerseys. Là. C'est fou! C'est tellement fou! Alors qu'il y a comme, tu sais, une couple d'années, je veux dire, la section pour femmes dans un genre de pro shop, tu sais, une boutique sportive, c'était genre dans le fin fond, à côté de la zone pour enfants. Rose pâle, des paillettes. T'es genre, voyons, est-ce que ce chandail est là depuis 20 ans? Je ne sais guère, tu sais, c'est possible. Ah, probablement. Ça n'a pas de sens, tu sais. Puis, fait que c'est cette espèce d'effacement, puis de désintérêt envers les filles et les femmes pendant tellement longtemps de la part du sport professionnel masculin qui, pour moi, en ce moment, est en train de changer, puis est en train de changer aussi grâce au sport féminin qui change la donne, qui change le paradigme, puis qui fait en sorte que, comme filles et comme femmes, on a envie de se réapproprier aussi ces espaces-là, puis d'avoir du fun dans ces espaces-là, puis de les apprendre, les règlements des sports qu'on connaît pas, parce que crime, ils se sont jamais intéressés à nous. Pourquoi on aurait eu envie de participer à ces affaires-là? Tu sais, à un moment donné, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là en ce moment là, c'est un moment
un peu révolutionnaire où il y a ce courant-là où on retire le couvercle de quelque chose qu'on avait toujours réprimé d'une certaine façon, puis on ouvre la porte puis on est comme, OK, là, let's go. Là, le sport peut nous appartenir à nous aussi, puis c'est à nous de le faire nôtre aussi, de lui donner notre couleur, tu sais. Puis moi, c'est là où le sport féminin a un immense potentiel en ce moment qui apporte beaucoup d'espoir aussi sur qu'est-ce que le sport peut être quand on se donne le droit de l'imaginer autrement. Il y a eu comme un gros documentaire Netflix aussi sur les cheerleaders qui a été viral puis que comme tout le monde a écouté. Là, je suis sûre que même pour ça, genre ça va possiblement se rendre. Le message va. Tout le monde était outré, là, fait que comme des salaires. Je sais que tu en parles beaucoup là, des cheerleaders justement dans ton livre. Puis au début du film, aujourd'hui on fait un film. Au début, juste de dire le documentaire. Là, Non, mais au début de l'épisode, tu disais, moi, je suis arrivée en ayant peut-être des préjugés envers les WAGs, tu voulais pas être l'une d'entre elles, les cheerleaders que tu trouvais c'était très comme sexiste et tout. Puis tantôt, avant que tu arrives, moi puis Marie-Lou, bon, on regarde nos cartons, on révise, qu'est-ce qu'on va parler. Puis moi, j'ai lu le livre, fait que là, je disais des petites anecdotes, etc. Puis, je parlais de la NFL, à quel point je suis comme, hey, t'arrives là, le Super Bowl, là, justement, c'est juste des pubs de gars. Tu vois rien que des gars à l'écran. Là, après, t'as juste des gars qui boivent de la bière, puis des ailes de poulet. Puis là, t'as les filles en mini-jupe qui viennent twerker. Puis je suis comme, Chris, c'est-tu bien que ça? Mais je suis quand même intéressée de savoir ton point de vue par rapport aux cheerleaders, parce que je me dis peut-être que j'ai, entre autres, des préjugés par rapport à ça, parce que Marie-Lou, elle me dit, ben là, ils ont le droit de twerker s'ils veulent twerker. Et je suis comme, oui, mais ils ont-tu le choix de pas twerker? Ils ont-tu le choix de pas porter? Ils ont-tu le choix de porter des cuissards qui leur arrivent aux genoux puis pas voir le petit bourrelet de fesses, tu sais? Ils peuvent-tu mettre un chandail? Ils sont-tu obligés de genre, avoir des gros seins? Tu sais, tout ça, on dirait que ça me reste un peu perplexe. Je pense que mon idée n'est pas assez fondée par manque de recherche de ma part, mais à chaque fois, je pense que je suis jamais allée voir une game de la NFL, là, mais on va voir les Alouettes, on va voir des games, puis je suis tout le temps comme, pourquoi il y a des filles qui se dandinent? Pourquoi, genre? Tu sais, le cheerleading est un sport, pour en avoir fait, qui est un sport super difficile où qu'on pitch des gens, ils font des pirouettes, c'est super athlétique, mais quand je vais voir un sport professionnel où il y a des cheerleaders, ils font rien que danser ou faire, genre, un petit salto, tu sais. Mm-hmm. Ça me fâche un peu encore. Ah oui? ça paraît pas. J'ai juste parti un balado pour en parler, tu vois. C'est ça. Mais je te comprends. Puis, tes émotions sont valides, Catherine. Je me sens comme un psy. C'est valide. Je comprends ton point de vue. Par où partir? Mais j'ai envie de dire que, un peu comme ce qu'on disait sur l'offre sportive, comment elle a été packagée au cours des dernières décennies, puis comment elle nous est présentée et vendue depuis les dernières décennies, les cheerleaders font partie de ça aussi. J'ai l'impression que notre regard sur elles est peut-être biaisé par la manière aussi qu'on se les est fait présenter depuis tant d'années. Je veux dire, notre connaissance des cheerleaders dans la NFL ou la CFL vient, je sais pas comment dire, nous arrive à travers la lentille patriarcale et sexiste du sport professionnel masculin, du pouvoir dans le sport professionnel masculin. Et donc, peut-être que notre œil est conditionné par ça. Peut-être qu'on a internalisé sans s'en rendre compte des préjugés sexistes à l'encontre de ces femmes-là, parce que notre lecture d'elles vient de cette lentille masculine. Puis je trouve que quand on commence un peu à gratter ça, je pense qu'une des premières choses qui pour moi a été très révélatrice, c'est de se dire, crime, les cheerleaders, jusqu'à très, très, très récemment, c'était les seules femmes sur le terrain les jours de match pendant des décennies. Là. Tu sais, les cheerleaders, ça remonte aux années 50 là, dans la NFL, tu sais. Donc, pendant des décennies, si tu étais une personne femme dans les estrades, la seule personne qui te ressemblait dans l'action, c'était ces danseuses-là. Donc, déjà là, pour moi, il y a premièrement une force, il y a une force féminine du nombre. Il y a un groupe de femmes qui prennent cet espace-là, qui font partie de l'action. Fait que ça, c'est une des premières façons, je trouve, de les considérer peut-être d'un point de vue différemment. Puis après ça,
c'est de se dire, bon, OK, c'est qui ces filles-là? Comme elles arrivent de où, puis pourquoi elles font ça? Parce que souvent aussi, ce qu'on entend, c'est « mais comment ça qu'elles acceptent ça? » tu sais? Puis je trouve ça vraiment intéressant comme question. Puis encore une fois, c'est valide. Mais je pense qu'à un certain moment, quand on commence à justement s'intéresser à leur profil, à ces filles-là, mais c'est des filles qui font du cheerleading de compétition depuis des années, qui font de la danse depuis des années, qui sont souvent des danseuses professionnelles, des filles qui ont fait NCAA en cheer, qui ont fait des compétitions nationales et tout, qui sont professeurs de danse ou de cheer encore à ce jour. Puis la réalité pour énormément de sports féminins, c'est qu'une fois que tu as fini l'université, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option après. Ouais. Tu sais, tu peux pas devenir cheerleader professionnel dans la ligue équivalente à la NFL de cheer. Là. Tu sais, on s'entend. Ce n'est pas une option. Et donc, si tu as envie de continuer à faire du cheer dans les plus gros stades aux États-Unis, devant les plus grosses foules aux États-Unis, ben, ça se passe sur les terrains de la NFL en ce moment. C'est ça l'option. Je pense que moi, je le vois moins. Je suis pas en mode voyons, pourquoi tu vas là? Genre, pourquoi tu fais ça? En plus, tu t'en parles dans ton livre à quel point ils sont pas bien payés, leurs conditions, c'est de la schnitz, etc. Je suis plus en l'envers de la médaille de la NFL, qui est comme pourquoi c'est cette image-là que tu veux projeter pour le male gaze. C'est ça qui me gosse, je pense. Mais parce que la NFL s'adresse au male gaze. T'sais, dans le sens où on vient d'en faire la preuve. Même si presque la moitié de leur auditoire est féminin, ça les dérange pas ben au niveau du packaging du produit qu'ils vendent, tu sais. Puis c'est comme ça aussi que l'image de la cheerleader, disons, sexualisée telle qu'on la connaît maintenant est née. C'est dans les années 70 quand la NFL a fait son virage télévisuel puis qui est devenu un show. Ben c'est là qu'ils ont dit « Hey, les filles et les garçons », parce que les équipes étaient mixtes à cette époque-là, et c'était vraiment plus de l'ordre animation de foule, là, comme on s'entend. Ben maintenant, ça va être que des équipes féminines. On décide que ça va être que des équipes féminines et que vous allez être habillés sexy, inspiration pin-up. C'est ça, l'inspiration. Et qu'on veut un certain type de physique et un certain type d'apparence. Puis voici la nouvelle ligne. Puis c'est commencé dans une équipe au Texas, puis ça s'est genre propagé à la vitesse de l'éclair à travers toutes les autres équipes qui avaient des équipes de cheer. Et du jour au lendemain, les troupes de danse de la NFL sont devenues un produit qui rendait le spectacle de la game du dimanche plus attrayant et plus payant. Et c'est tout. Je veux dire, c'est hallucinant de réaliser que un processus de justement de sexualisation de ces femmes-là a servi à enrichir une ligue qui essayait d'imposer son pouvoir sur l'industrie sportive en devenant justement la ligue la plus lucrative aux États-Unis. T'sais. Et en faisant plus d'argent, n'étaient pas capables de payer de façon correcte les filles qui les aidaient à faire plus d'argent. Parce que c'est là où il y a un immense enjeu. C'est que non seulement ces filles-là n'ont pas leur mot à dire sur comment elles s'habillent, c'est quoi l'apparence qui est demandée d'elles, sur le processus d'audition qui détermine le type de corps qui est choisi pour faire partie de l'équipe. Mais c'est qu'en plus, dans les années 2010, il y a eu plusieurs recours en justice de la part de cheerleaders à travers la NFL qui ont dénoncé le fait qu'elles n'étaient pas payées au salaire minimum et que plusieurs n'étaient même pas payées. Et donc, il y a comme cette espèce de rupture ici où on se rend compte qu'elles ont permis l'enrichissement d'une ligue hyper lucrative et tout ça, c'est fait sans qu'on les rémunère. Donc, on est encore une fois dans une dynamique qu'on connaît où on exploite le corps des femmes, où on exploite la sexualité des femmes et tout ça pour s'enrichir sur le côté et creuser cette espèce de hiérarchie où les hommes sont dans l'action et font le vrai travail, le vrai spectacle, et les filles sont en faire-valoir, puis en plus, sont sexy, fait qu'on est content, puis bon, tout le monde est content. Fait ici, encore une fois, je trouve que la conversation, c'est comme s'il faut comme essayer de l'élever dans un autre niveau, de se dire, c'est pas nécessairement oui ou non des cheerleaders sur le terrain, c'est pour quelle raison un employeur rend possible le fait de ne pas payer des femmes qui sont à son emploi
et qui travaillent des heures inimaginables parce que c'est énormément prenant l'engagement de cheerleading, que ça soit dans la NFL ou la CFL. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Puis on le sait pas. On n'est pas au courant de ces choses-là. C'est pas dit. Bien sûr, là, ils vont pas placarder ça. Hey, en passant, on les paye pas. C'est fucking drôle, tu sais. Avez-vous écouté le documentaire que vous irez l'écouter? C'est exactement ça, en fait. Tout le monde est comme traumatisé. Ben voyons donc, c'est sur ça. Netflix, là, tu sais. Exactement. Ouais. Non, c'est fou. Full intéressant. Mais c'est encore une fois, je trouve que ça met le doigt sur le fait que, de manière générale, dans le sport, tout ce qui touche aux filles et aux femmes, on n'est pas tant que ça au courant. Puis ça part du fait que la majorité de la couverture médiatique qui entoure le sport, elle couvre du sport masculin. Tu sais, encore au Québec, on estime que c'est juste 4 à 5 du temps de couverture médiatique qui est dédié à parler du sport féminin. Et on a l'impression là, que on est dans un autre monde là, depuis les nouvelles ligues, les Roses, la Victoire, qu'on en revient-tu pas, qu'on est rendu à une zone égalitaire, tout va bien, on en parle autant. C'est absolument faux. Tu sais. Puis même quand on regarde les chiffres des journalistes, est-ce qu'on a plus de journalistes sportifs, étant donné qu'il y a plus de sport féminin? Mais non. Et même dans certains pupitres de journaux ou dans certains diffuseurs, il y a un recul du nombre de femmes qui sont devant la caméra ou qui écrivent. Donc, je veux dire, il y a une espèce de déconnexion entre l'industrie du sport toute puissante et la place des filles et des femmes là-dedans. Puis, le fait qu'on n'est pas au courant que les cheerleaders n'étaient pas payés jusqu'à récemment ou qu'ils étaient très peu payés, pour moi, est le même type de symptôme de cette déconnexion-là que le fait que quand Caitlin Clark a été repêchée il y a 2 ans, que tout le monde n'en revenait pas qu'elle était juste payée genre 70 000 par année, t'sais. Alors qu'elle révolutionne le basketball à travers le monde, qu'elle change le sport féminin dans son entièreté. Tout le monde était comme, mais voyons donc, comment ça que c'est possible qu'elle soit juste payée ça? Mais ces filles-là sont payées ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas parce que la WNBA n'a pas la couverture médiatique qu'elle mérite. Ces athlètes-là n'ont pas la visibilité qu'elles méritent. Et donc, on n'en parle pas. Mais c'est sûr que quand on n'en parle pas, on ne peut pas le savoir, nous, public, général. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a un... Comment dire? Oh, je m'emporte. Pas plus que moi, inquiète-toi pas. C'est parfait. Pour moi, le nerf de la guerre en ce moment en sport, c'est la visibilité, c'est l'image, c'est l'accès à l'image. Parce que c'est une économie qui carbure encore sur l'image, qui carbure sur le live. Je veux dire, le sport live, c'est une des choses qui garde en vie la télé en ce moment. Puis on voit toute l'espèce de tension entre les plateformes qui commencent à acheter des games en live. Puis, tu sais, je veux dire, le sport, passe par l'image parce qu'on veut être là quand le joueur va marquer le point décisif, quand les filles vont remporter la finale. On veut être là dans ce moment-là. Et donc, si les athlètes, puis là, je vais parler des filles, si les athlètes féminines n'ont pas accès à l'image, elles n'accéderont jamais à des conditions de travail qui sont proches d'être équitables ou égalitaires. On s'entend, c'est Mais au-delà impossible. d'être égalitaire, juste suffisante, là. Ouais. Je pense la première année, au niveau de la PWHL, il y avait plusieurs, en fait, joueuses qui devaient avoir une deuxième job. Puis au moins, on était quand même heureuse quand on a eu les Roses. On a eu 2 joueuses des Roses qui sont venues puis qui nous disaient, je me souviens plus de mémoire, mais qui avaient un salaire qui ressemblait un peu au salaire médian au Québec. Je pense que le minimum, c'est 50 000 par année. Pour genre, minimum, mettons, la moins payée de la gang. C'est dans le sens... Tu peux ne pas avoir de deuxième job si tu t'achètes un manoir. Ils ont des contrats à l'année aussi, ça, c'était intéressant. Ouais. Comme c'était pas juste pour la saison, puis après ça, arrange-toi, c'était vraiment comme un contrat annuel. Puis comme... Tu parlais de visibilité, mais pas longtemps après qu'on aille interviewer Daphné Malbeuf, qui s'est pas mal plus emportée que toi et qui c'était incroyable, ma foi. Je suis allée voir la PW, je suis allée voir la Victoire à la Place Belle, je la rencontre, genre, puis on commence à parler. Et là, je regarde autour de moi, puis je suis comme, Daphné, c'est-tu moi ou comme la Victoire joue pas ici pour vrai? C'est juste la Roquette qu'on voit partout. Puis attends, excuse-moi, la Roquette, c'est pas professionnel. C'est pas
C'est un club école. C'est un club école. Puis là, je retourne à ma place. On était dans l'entraque, je retourne à ma place. Puis là, je dis ça à mon chum, puis je m'en vais sur la page Instagram de la Place Belle qui est écrit, puis là, je peux pas citer exactement ce qui est écrit, mais c'est genre en français, la maison des Rockets. Puis là, j'étais de même. Fait que j'ai pris un screenshot, puis je les ai tagués en disant « Hey, by the way, vous avez oublié la victoire, whoops, whoops, petite erreur marketing » puis ils l'ont rajouté. Mais après mon Dieu, mais on ça... s'était écrit, non, dans cette séquence-là? Je pense que oui, tu l'avais partagé. Mais j'étais là... Après ça, elle m'a écrit. Hors de moi. Oh, ça dans le partage. Ah oui, je pense que Je vais peut-être la voir au podcast. on va l'avoir si je suis rentrée dans ses DM. Mais non, mais j'étais hors de moi, là. J'étais écarlate. J'étais genre, tu me niaises fucking dessus. Comme, t'as une équipe pro puis t'as une équipe pas pro. Mais tu fais juste promouvoir l'équipe pas pro. Excuse-moi, là, ça prend 2 secondes. Ton équipe de marketing est pas chantilly, là. Mais là, en ce moment, à Place Belle, il est temps qu'ils changent ça parce que tout le calendrier sur un mur de la Roquette, t'as juste les joueurs, leurs grosses faces, blablabla. J'en sont où, les joueuses? On va aller voir un match, ça va être mon prochain story. Absolument. On va... On y va juste avant qu'ils redécorent et qu'ils refont le stade. Mais la question des espaces sportifs, elle est vraiment... Comme, en tout cas, moi, c'est un sujet de grande passion en ce moment. Mettons qu'on parle des Roses qui ont dû ouvrir leur propre stade. Exactement. Puis je pense que le nerf de la guerre en ce moment pour le sport féminin va passer par les infrastructures, par les espaces disponibles pour permettre de la haute performance, tu sais. Parce que qu'est-ce que c'est une ligue professionnelle? C'est avant tout une structure qui te permet d'être professionnel, qui te permet de gagner ta vie avec ça, mais qui aussi fait en sorte que tu as toutes les conditions pour réussir à atteindre le plus haut niveau. Puis le sport féminin va juste devenir de plus en plus grand et meilleur parce que les filles vont avoir accès à de plus en plus de ressources. Puis ressources, là, c'est un centre d'entraînement, c'est des physios, des médecins, c'est des psychologues sportifs, c'est des espaces de vie où tu peux aller étudier, chiller, te rencontrer entre joueuses. Faire garder ton enfant. Faire garder ton enfant. Je veux dire, c'est tous ces ingrédients-là qui sont la norme dans le sport masculin depuis tout le temps et qui sont nouveaux dans le sport féminin vont bonifier le niveau de jeu même dans le sport féminin. Puis on le voit déjà d'une saison à l'autre de la victoire, par exemple. Oui. Mais la question des espaces, c'est où est-ce que tu t'entraînes et justement comment tu es accueilli et bienvenu et pris en charge dans cet espace-là et où est-ce que tu joues. Puis l'exemple de la Victoire qui joue à la Place Belle est vraiment intéressant parce que si ce n'est pas ton stade, il n'est pas à ta couleur, effectivement. Et donc, c'est quand même intéressant cette question-là dans toute la volonté de se réapproprier les espaces sportifs en ce moment comme public, femmes ou qui s'identifient comme femmes, puis d'arriver justement dans ces espaces-là qui ne sont pas aux couleurs des équipes. Je trouve que symboliquement, là, ici, il y a comme une espèce de problème. T'sais. Fait que oui, demandons plus des ligues, des équipes, mais demandons plus aussi des lieux qui accueillent ces équipes-là pour changer la donne. T'sais. Je veux dire, comme ville aussi, on peut faire une différence parce que je me rappelle que quand on avait eu la discussion sur la Place Belle, c'était en même temps aussi que les séries de la Victoire, de la LPHF, puis il y avait eu ce débat-là sur pourquoi est-ce que quand les Canadiens étaient en série, la STM au complet a placardé sur ses bus Go Habs Go, mais que là, la Victoire est en série, silence radio. Symboliquement, encore une fois, tu sais, je veux dire, on a tous et toutes un rôle à jouer en ce moment dans l'essor du sport féminin. À peu importe l'échelle qu'on a, là, que ça soit regarder un match à la télé, lire un article le matin, aller voir des matchs, acheter de la merch, et peu importe c'est quoi l'échelle qu'on veut avoir, on peut avoir un impact positif, puis c'est une question de choix. Puis c'est un choix qui va jusqu'à un niveau politique. Puis pour moi, que, par exemple, une ville décide de soutenir une équipe masculine versus son équipe féminine, mais je trouve qu'on retombe encore une fois dans cette espèce de vieille recette, ce vieux modèle, encore une fois, où le sport masculin, le sport par défaut, et il y a les autres activités qui n'ont pas la même valeur, tu sais. Alors que nos décideurs, nos décideuses peuvent influer
ce mouvement-là peuvent avoir une influence, peuvent nous amener justement à nous intéresser, à être comme « Ah, mais coudonc, c'est qui ça, la victoire? » Puis là, peut-être être le déclic qui fait que, ben Roger, il va checker la prochaine game de la victoire, tu sais. Mais ça en soi, c'est un petit pas dans la bonne direction. Watch out. On achète tous les billets de la victoire. For sure. Là, Florence, j'ai pas regardé le temps, c'est sûr qu'on a busté le 1 heure. C'est sûr. On a échoué lamentablement. honnêtement, c'est tellement intéressant. Il reste 45 questions sur notre carte. Mais là, quand tu vas écrire ton deuxième livre sur Taylor Swift, Oui, tout à va fait. falloir que tu reviennes, là. Ben, je travaille sur un deuxième livre. Oh! Florence, go. Plug-toi, là. Je travaille sur un deuxième livre avec la même maison d'édition qui se veut justement une espèce de suite où justement le centre de mon intérêt est la montée du sport féminin, de la professionnalisation du sport féminin, puis comment est-ce que c'est abordé justement en termes d'image, en termes d'espace, en termes d'économie sportive, et quels sont les échos culturels et féministes, encore une fois. Donc, c'est ça le prochain filon. J'aime tout. Tu sais, tout ce qui est marketing, quand tu sors un livre, il y a souvent une liste de personnes. Tu sais, on a eu le livre en exclusivité de Geneviève Janson, on a lu India Desjardins. Tu sais, comme, nos noms, ils s'épellent bien aussi, là. Je te DM. OK. Vas-y, Marie-Lou, je peux quand même arrêter de parler. Dernière question, qui est notre question Floravie, qui est plus comme réflexive, qui est quand même une longue question. Mais c'est 4 qu'il est. Ah, c'est parce qu'il y a... Tu peux... Non, ça va. Si tu pouvais adresser un message à toutes les femmes qui gravitent autour du sport, qu'elles soient athlètes, journalistes, cheerleaders, conjointes, que serait-il? Ça serait un message de douceur. Au sens où je leur dirais que c'est pas sur leurs épaules que tout le poids du changement dans le monde sportif repose. Je pense que c'est trop facile de tomber dans des discours, des fois, de « si tu veux, tu peux, t'as juste à te faire confiance, crois en tes rêves ». J'ai beaucoup de difficultés avec ces petits messages de motivation-là, alors qu'on sait que le sport, ben, est issu d'une tradition millénaire masculine, puis c'est comme ça, je le dis même pas négativement, c'est comme ça, puis il faut qu'on en prenne conscience pour commencer justement à la déconstruire et à se questionner sur des façons de la rendre plus inclusive. Et donc, pour toutes les filles et les femmes qui veulent œuvrer dans le sport ou qui trippent sur le sport, mais moi, je leur dis, le travail, vous le faites déjà. Vous êtes déjà en train de changer les choses. Votre apport est déjà révolutionnaire. Et il faut plutôt tourner notre regard vers les personnes qui ont le pouvoir dans le sport, qui tiennent des postes de pouvoir. Puis ces personnes-là, actuellement, mais c'est majoritairement des hommes blancs. Et donc, le changement dans le sport ou la volonté d'avoir un sport plus égalitaire ou plus juste, ben il passe par des personnes alliées qui vont prendre des décisions pour changer les choses et faire de la place à, justement, un sport qui sera plus diversifié. Donc, oui, ça serait ça mon Excellent message. Dernière mini-question. On pose toujours la question à tous nos invités de nous faire un peu un popcorn sur une autre invitée qu'on devrait inviter. Ouais, le nom invité, c'était notre 4e épisode. Hein? Wouhou! Je recommence. Si tu avais à nous suggérer une personne à inviter au podcast qui est une femme inspirante, qui t'inspire, que tu connais ou pas, ça serait qui? Ben là, il y en a tellement. OK. Mettons que je reste dans le sujet sportif. Mais c'est pas obligé. OK, mais je vais quand même rester dans le sujet sportif. OK. J'irais, OK, Annie Larouche, donc première présidente femme d'un club sportif professionnel masculin au Québec. Donc, elle a dirigé l'Alliance et maintenant, c'est la présidente des Roses de Montréal, donc première présidente de notre premier club professionnel de soccer féminin. C'est aussi une femme qui a un parcours vraiment fascinant parce que c'était une cheerleader des Alouettes. Oui, et qui a gravi les échelons au sein des Alouettes jusqu'à occuper des postes au niveau des opérations des Alouettes. Et c'est de là qu'elle est partie
partie travailler dans d'autres responsabilités sportives, dans le champ sportif. Donc, c'est un parcours absolument fascinant d'une femme, je veux dire, qui en a vu d'autres et qui a un regard sur le sport qui est vraiment, vraiment éclairant. C'est une grande pionnière. Sinon, si vous avez envie de parler justement de sport, mais plus au niveau des filles, des adolescentes, donc comment on est socialisé comme fille par rapport au sport, comment est-ce qu'on grandit en ayant des fois certaines lacunes parce qu'on n'a pas été exposé de la même façon aux activités sportives, comment ça se traîne jusque dans nos cours d'éduc, comment est-ce qu'on peut casser ça aussi, comment est-ce qu'on peut créer des communautés autour du sport. Bien, il y a toute la gang de filles actives qui font un travail phénoménal à travers le Québec. J'ai une patiente qui est arrivée avec un hoodie 2 cette semaine. Je veux dire, c'est un organisme là, qui roule depuis plus d'une dizaine d'années. Eux, leur modèle, c'est qu'ils partent des groupes non mixtes dans les écoles secondaires à travers tout le Québec pour les filles, dans un modèle qui est non compétitif. Donc, l'idée, c'est juste de bouger, d'avoir du fun, puis de vraiment faire en sorte que les adolescentes aient une expérience positive de l'éducation physique en général pour faire en sorte qu'elles intègrent vraiment leurs habitudes de vie. Puis, ben, au sein de Filles Actives, il y a une chercheuse qui est, moi, j'adore et s'exprime tellement bien. Elle est fabuleuse. Elle s'appelle Geneviève Leduc. Puis, je vous la recommande. On va l'inviter. J'ai des excellentes recommandations. On va les noter et on va Les reach out, c'est sûr. Vraiment. Où est-ce qu'on peut te suivre? Là, tu as plugué ton prochain livre, mais si jamais on peut te suivre en ligne ou projet XYZ, c'est le moment de le faire, de plugger. Ben oui, un prochain livre qui s'en vient en 2026, c'est très rapide. Mais sinon, je suis sur Instagram et un peu partout en train de parler de sport ou d'art. Vous allez me trouver. C'est quoi ton nom sur Instagram? C'est Florence.Dubé-Moreau. Très facile. Puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker, le partager, donner 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et venir nous suivre à Elle le Balado sur toutes les plateformes. Puis nous rejoindre la semaine prochaine, mercredi 10h. Mais en attendant, on va te dire un gros merci. C'était incroyable, cette conversation. J'espère Vraiment. que tout le monde qui nous écoute va aller acheter le livre. J'espère que ça l'a... T'es-tu heureuse? Ça a répondu à tes attentes, c'est sûr. Là. J'avais de la pression. Là. Énormément, en fait. Non, zéro pression. Je fais juste t'asseoir, puis ça va être correct. Je savais déjà que ça allait être incroyable. Merci tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine, même heure. Bye! Merci.